Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon DP continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelchat et je suis heureux de vous présenter ici une série spéciale de 3 épisodes en lien avec les retombées de la dernière édition du Sommet DP, le Sommet du développement professionnel en éducation au Québec. Ce dernier a été présenté en décembre 2021. Une demi-année scolaire plus tard, où en sommes-nous? Quel chemin avons-nous parcouru dans notre démarche individuelle et collective de développement professionnel au cours de cette année scolaire qui a été parsemée encore une fois de plein de rebondissements et de défis, une gracieuseté pandémique? J'ai eu le plaisir il y a quelques semaines de retrouver en présence mon ami et collaborateur Marius Bourgeois, leader et coach chez Escouade Édu, avec qui j'ai co-animé la journée du 9 décembre dernier. Installé une fois de plus dans les espaces du cadre 21 à Montréal, nous avons pris le temps de faire le point sur ce que nous avons vécu, lu et entendu à travers nos réseaux respectifs. Dans ce dernier épisode, c'est la dimension personnelle de la démarche de développement professionnel qui anime nos échanges. Disons que la dernière année scolaire a su, encore une fois, mettre pas mal au défi notre rapport à notre zone proximale de développement. Marius, on poursuit puis on continue de discuter, de réfléchir ensemble sur des questions où est-ce que le dénominateur commun, c'est le développement professionnel. On a parlé, dans les épisodes précédents, il y a le concept de zone proximale de développement qui est revenu à quelques reprises. Mm-hmm. Puis peut-être qu'il nous rappelle jusqu'à un certain point que le développement professionnel, c'est en partie aussi du développement personnel. Donc, c'est la personne. Ouais. Puis on avait le goût de terminer ce troisième temps de discussion en parlant de moi face à moi-même. Hein. C'est comme ça qu'on l'a mis dans nos notes. Là. Puis qu'une démarche de développement professionnel, c'est aussi une démarche personnelle. Oui, ça l'est. Puis toi, dans les accompagnements que tu fais, c'est sûr que c'est une dimension qui revient probablement assez souvent dans les activités, dans les réflexions, dans le fond, que tu proposes. Puis ultimement, dans les pistes d'action, parce que ça débute par des actions individuelles, dans des objectifs qui sont parfois individuels, parfois collectifs. Ah, absolument. Absolument. Pour développer son leadership, par exemple, un principe qui est très connu en leadership, c'est qu'il faut bien se connaître. Apprendre à se connaître, puis on a abordé l'idée des relations avec les élèves, relations avec ses collègues, mais il y a aussi la relation avec soi-même, la relation individuelle. Puis dans le fond, c'est comment on se parle, comment on se traite. Tu sais, comme ça fait drôle à dire, mais c'est qu'est-ce qu'on exige de soi et comment on choisit de se raconter dans notre tête notre performance au quotidien, ou en tout cas notre rendement ou notre réalité, ce qui se passe. Puis ça affecte beaucoup notre sentiment de satisfaction personnelle ou notre façon de percevoir notre place, notre impact dans notre milieu. Donc, tu sais, c'est important ce bout-là. Comment on se parle? Tu sais, par exemple, quand on fait une erreur, quand c'est pas parfait, tu sais, depuis 2 ans, c'est pas parfait, on s'ajuste, on fait des choses pour des premières fois. Et quand tu fais quelque chose pour une première fois, t'as pas nécessairement le feeling d'être expert, là. Tu sais, il y en avait pas d'experts en pandémie. Il n'y en a pas non plus post-pandémie d'experts. On y va un petit peu, on s'inspire des principes connus, puis on essaie de réinvestir ça dans un contexte qui est inconnu ou incertain encore. Puis on fait de notre mieux. Fait que tu sais, comment on réagit quand on fait une erreur? Comment est-ce qu'on se donne la permission de faire des choses avant qu'elles soient parfaites? Parce qu'on est exigeant en éducation face à soi-même. Puis est-ce qu'on se donne la permission d'arrêter de travailler? Aussi. Ça fait drôle à dire. Mm-hmm. Tu sais, la bienveillance là, envers soi-même. Tu dis, regarde, vendredi, il est 21h. C'est assez. Tu sais, 21h, on s'entend. Ça, c'est... Oui. Mais à un moment donné, tu te dis, regarde, c'est le temps de la famille, c'est du temps pour moi, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas donner ce qu'on n'a plus ou ce qu'on n'a pas. Donc, le développement professionnel, c'est un peu dans cette optique-là. On veut s'outiller pour maximiser son impact, mais il faut aussi apprendre à arrêter. Oui. Puis à se parler comme il faut. Ben d'ailleurs, tu sais, quand tu parles de s'arrêter, cette question de bien-être-là a été beaucoup mis à l'avant-plan là, dans la dernière année. Puis je me souviens qu'il y avait eu ici au Québec
mon Dieu, c'était quoi le nom qu'on avait donné, là? Sur une espèce de conversation avec différents acteurs du milieu. Ça avait lieu au printemps l'année passée, sur différents enjeux qu'il y avait en ce moment en éducation, puis comment on pouvait les aborder, des pistes de solutions justement à considérer. Puis il y en a une qui portait particulièrement sur le bien-être, puis qui était particulièrement intéressante parce qu'elle parlait du bien-être évidemment des élèves, mais qui parlait aussi du bien-être de tout le personnel dans le fond scolaire qui a à côtoyer autour de tout ça. Puis c'est encore un thème qui, au dernier sommet d'épée, a été mis à l'avant-plan aussi, là, cette notion de travailler aussi sur le bien-être. Puis ça avait été traité particulièrement dans un angle d'insertion professionnelle. Mm-hmm. Mais on pourrait presque se dire que commencer une nouvelle année scolaire, c'est... Surtout après une pause, dans le fond, estivale, c'est aussi de se remettre, dans le fond, dans le bain. Puis que, comme tu dis, il faut arrêter, mais après ça, il faut se dire comme, bon, là, je repars. Puis comment je veux repartir pour que ce soit agréable, que ce soit équilibré, que ce soit enrichissant aussi. Parce que si on veut tendre vers un développement professionnel, il faut être en équilibre avec soi-même, là. Absolument. Puis, je t'écoute parler de ça, être en équilibre avec soi-même, le bien-être. Tu sais, quand on pense à un enfant, un bébé naissant, ou même en très bas âge, la nature humaine, c'est qu'on est bien, tu sais. C'est rare que tu vois un enfant, là, quand il a mangé, là, qu'on a changé sa couche. Tu sais, à la base, on est bien. Puis quand on n'est pas bien, on veut redevenir bien. C'est comme notre nature humaine. Puis, je sais pas si tu te souviens, j'ai l'image de Venise. Les cours d'eau à Venise, au début de la pandémie, très tôt, on voyait des photos circuler dans les médias sociaux. On voyait le fond de l'eau. Chose que, de mémoire, on ne se souvenait pas qu'on pouvait voir dans le fond de l'eau à Venise parce qu'il y a toujours de l'activité. Ouais. Ben, le bien-être, ça me fait penser à ça un petit peu. T'sais. Qu'est-ce qu'il faut faire quand l'eau devient embrouillée? Il faut juste arrêter. Arrêter de faire quelque chose. On a juste besoin d'arrêter. Touche-y pas, ça va se replacer. T'sais. L'eau va... La nature de l'eau, c'est d'être pur, d'être clair. Ouais. Mais l'humain, on est fait comme ça. Puis, l'importance de s'arrêter. Pour voir plus clair. Ben, c'est juste pour laisser les pensées aller, arrêter le cerveau un petit peu, puis juste être présent, être conscient, être là, pleinement présent. Puis, la nature humaine, d'être bien, revient. T'sais. Donc, il y a toutes sortes de mécanismes qui nous aident à faire ça, toutes sortes d'écoles de pensée qui reviennent à la même chose, c'est être pleinement là. Donc, ça me fait penser à ça. Quand l'eau est embrouillée, t'as rien à faire. Laisse-la tranquille. Elle va revenir claire. T'sais. Donc, c'est un peu ça, je pense, un être humain. Mais c'est qu'il faut le mettre à l'horaire ou en tout cas être conscient. Il ne faut pas attendre juste au mois de juillet puis au mois d'août ou à l'Action de grâce, aux fêtes au mois de mars puis à l'été en éducation. Ça, c'est les temps qui sont déjà à l'horaire pour nous. Puis je pense qu'en tant que leader, on a besoin d'apprendre à les mettre à l'horaire pour soi. Ça, c'est la partie pas facile. Ouais. Protéger ces moments-là. Oui, parce que ça a été, puis on l'a dit dans les épisodes précédents, puis on n'apprend rien à personne en disant que ça a été 2 années, les 2 dernières, qui ont été chamboulées dans cet horaire. On pourrait dire, tu parlais des différents moments de pause un peu là, qui sont préétablis là, dans notre système scolaire, puis que tout ça a été chamboulé. Le fait d'être comme travailler de la maison... puis de sentir que finalement, on traînait encore plus le travail à la maison, chose qui existait déjà d'un point de vue enseignant en travaillant de soir, travailler de fin de semaine, puis de dire aussi travailler de jour de la maison. On a été confrontés à changer ce quotidien-là. Ça nous a je pense que ça nous a tous déséquilibrés, puis même ceux qui ne travaillent pas en classe, puis qui travaillent en éducation, qui ne travaillent pas en classe, on l'a été un peu à certaines mesures, mais c'est sûr que ça a créé des déséquilibres, puis il faut retrouver l'équilibre. Oui. Il n'y avait pas de cloche pour nous dire d'arrêter. Tu sais, quand tu es chez vous, là, il n'y a pas de cloche pour te dire « OK, c'est assez ». Les courriels continuaient à rentrer, les questions, les idées. Il y a des gens que j'accompagnais qui avaient hâte au congé de mars pour pouvoir s'avancer dans leur travail, pas pour s'arrêter. Ouais. Ça a été 2 années où le rythme était anaérobique. Tu sais? Donc, c'est important, ce bout-là. Puis, on ne dit pas ça avec un ton de reproche ou un ton de « il faut », puis comment ça se fait qu'on ne le fait pas. Il y a des choses qui ont été requises, des différents corps d'emploi pour qu'on réussisse à être où on est rendu présentement. Mais pour moi, le retour à ce qui s'en vient, ça va être de redécouvrir, je ne sais pas si c'est le mot, ou réapprivoiser un rythme qui va être aérobique aussi. Parce que c'est pas parce qu'on a l'impression d'aller plus vite
qu'on avance nécessairement plus vite. Peut-être redéfinir, ça veut dire quoi être productif. Puis parfois, être productif, c'est quand tu es arrêté, en train de laisser l'eau s'éclaircir, les idées, les émotions, puis se donner du temps pour soi, pour sa famille, pour ses relations en dehors du travail. On revient tellement plus fort. Ouais, ben j'avais la même image en tête, là, c'est ça, de la signification qu'on donne à l'efficacité, puis de se dire, est-ce que c'est d'en faire toujours plus? C'est ça. Parce qu'évidemment, si finalement on travaille pas de la meilleure, tu sais, comme pas de la façon finalement la plus optimale, mais qu'on est trop proche de l'arbre pour envisager la forêt, puis qu'on n'est pas capable de s'en apercevoir, puis qu'on reproduit des éléments qui finalement nous essoufflent le plus, nous permettent pas de voir clair, ben c'est sûr qu'au final, sur le long terme, on se trouve à être perdant, là, ou du moins clairement plus essoufflé. Puis d'avoir besoin d'une pause plus longue, puis c'est pas ça qu'on veut. On en a vu beaucoup là, de personnes dans le réseau qui ont connu toutes sortes de formes d'épuisement professionnel. On était, comme tu dis, sollicités beaucoup, peut-être un petit peu plus, quasiment, je dirais pas 24 heures sur 24, mais du moins comme si, comme tu disais tantôt, là, les journées qui semblent plus longues et tout ça. Est-ce que, selon toi, ça nous impose pas, entre guillemets, de peut-être penser dans le fait de prendre le temps, de laisser l'eau s'éclaircir, et que la phase 2 de ça, c'est peut-être de se dire comme, bon, quel serait mon plan de match pour peut-être se fixer certaines formes d'objectifs, toujours dans, tu sais, notre discussion porte sur le développement professionnel, de voir quels sont les objectifs que je veux me donner pour les prochains mois, en vue de la rentrée prochaine, de l'année scolaire prochaine, puis toujours en tenant compte de cette zone proximale de développement, de dire que c'est... On redéfinit pas toute, dans le fond, l'identité professionnelle qu'on s'est forgée avec les années, qu'elle soit toute récente ou qu'elle soit longue, là, mais que, justement, on ait des pistes que ça... C'est réalisable. C'est un défi qui nous engage à faire mieux, à améliorer, mais qui est réalisable et qui peut se placer dans notre équilibre de vie professionnelle, puis je dirais barre oblique personnelle aussi. Oui. Écoute, ça demande de faire un inventaire de qui nous sommes au travail, à la maison, dans notre famille. Dans mon programme de coaching, je parle du moi, la famille, le travail. En développement professionnel, au travail... Je pense que c'est important d'être conscient de ses forces. Souvent, les gens vont se faire un plan de développement professionnel en souhaitant améliorer quelque chose. C'est motivant de travailler dans sa zone de force. Tu sais, si on a mettons que j'ai un gros défi dans un aspect de ma pratique, il va falloir que je l'adresse là. Mais ce qui est motivant, c'est aussi de comprendre où est-ce que j'ai mon impact présentement, quelles sont mes forces, mais je veux travailler dans ma zone de force. Donc, tu sais, c'est d'avoir un plan de développement professionnel qui me donne le goût d'y aller. T'sais. C'est rare, les gens qui jouent au golf, c'est rare qu'on va au champ de pratique frapper le fer 3. T'sais. Très peu de gens frappent bien le fer 3. Puis en développement professionnel, on veut se trouver, c'est quoi la partie de ma pratique qui m'allume, qui me vient plus naturellement, puis qui pourrait m'aider à continuer à faire prendre de l'expansion à mon impact dans la salle de classe. Ça, là, je trouve que c'est important de considérer ça dans un plan de développement professionnel, de comprendre qui on est comme pédagogue, puis notre meilleure prochaine étape qui part de notre zone de force, ça pourrait être quoi, tu sais. Puis de faire grandir un peu notre sentiment d'efficacité qui devrait avoir un impact positif sur l'engagement qu'on a dans notre processus de développement professionnel. Oui. Puis l'engagement, c'est peut-être comprendre en éducation qu'on compense en temps ce qu'on n'a pas en compétence, tu sais. Tu sais, quand on regarde la liste de John Hattie, là, ben, ce que ça veut dire, c'est que l'impact qu'on a dans le même temps est variable. La réalité, mais pas le fun à dire, mais la réalité, c'est que si on place un enfant dans une salle de classe, il va apprendre à une vitesse. Si on place le même enfant dans une autre salle de classe, il va apprendre à une autre vitesse. Puis la différence, c'est pas le local, c'est pas le TBI, c'est l'adulte qui est là, dans ce qu'il est, dans les conditions qu'il crée, ses stratégies, ce sur quoi il met l'accent ou pas, ce qui se passe ou ce qui se passe pas dans sa salle de classe, c'est ça qui fait la différence. Donc, c'est pour ça que le développement professionnel est important. Tu en as parlé dans un de nos autres segments, le plaisir d'enseigner croît avec la compétence. Ben oui, puis ce sentiment d'efficacité, dans le fond, qu'on a l'impression qu'on avance. Ben oui.
c'est incroyable. Si tu dis le mot avancé, c'est sûr. Les gens qui sont allumés en éducation, les gens qui aiment leur travail, les gens qui trippent, c'est des gens qui sentent qu'ils sont en mouvement. Tu sais, ils ont des idées. Hey, je m'en vais essayer quelque chose, je m'en vais, telle approche. Hey, je viens de penser à ça. Ou j'ai parlé à Maxime, puis j'avais pas vu ça de même. C'est des gens qui s'en vont quelque part, tu sais, par en avant. Donc, je me dis, d'où l'importance. Puis c'est pas moralisateur, le DP. C'est pas, faut que tu t'améliores parce que tu es insuffisant. C'est tellement plaisant quand on se met en mouvement. Puis c'est tellement important, le rôle qu'on a en éducation. On a juste 30 ans, hein? 30-35 ans. Là. C'est pas long, 30-35 ans. Wayne Hurley, dans une des conférences qu'il avait donné à une direction de l'Ouest canadien qui est décédé maintenant, il disait, on n'a pas 30 ans, on a 30 chances. Ouais. Tu sais, tu as 30 mois de septembre. Tu as 30 fois décollé avec des groupes en début d'année. Tu sais, fait que faut pas les... Faut pas manquer notre coup. Ça me fait réfléchir sur quelque chose que Jacques Cool disait souvent. Tu connais Jacques? Jacques qui... Salut Jacques. Oui, on le salue d'ailleurs. Jacques qui disait souvent que... Il revenait souvent avec cet élément-là, que l'isolement professionnel, c'est un choix. Ah oui. Puis, tu sais, moi, évidemment, ça m'a toujours parlé. Puis, tu sais, on parle de moi face à moi-même. Puis, s'il y a une décision qu'on peut prendre qui est de s'isoler, ça, c'est vraiment de se ramasser tout seul avec soi-même et de le rester tout le temps. Mais, tu sais, notre discussion qu'on a depuis le premier épisode rappelle à quel point que, bon, cette vie de l'école, c'est une vie, c'est une communauté. C'est une vie en groupe qu'on est là avec, qu'on fait ce travail-là avec des collègues, avec des enseignants, mais avec toute l'équipe du personnel scolaire, là, dans le fond, qui tourne autour, qu'on est là pour les élèves, puis qui nous rappelle que même face à nous-mêmes, cette démarche de développement professionnel-là, bien que peut-être qu'une partie du diagnostic de qu'est-ce que j'ai besoin, quels sont les objectifs que je veux me fixer, c'est quelque chose de personnel, mais quand on se met en marche, il n'y a rien de ça qui nous dit qu'il faut le faire tout seul tout le temps. Au contraire. Pas du tout. Puis quand on est à court d'idées sur le développement professionnel, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de regarder notre liste de classe. Puis de dire, OK, dans quel aspect de ma pratique dois-je m'améliorer cette année? Ben, regarde, l'élève numéro 17, là, fait 2 semaines, puis pas trop certain comment l'amener à s'engager. Absolument. Ben, on a le plan de développement professionnel. Oui, puis tu dis ça, puis ça me rappelle à quel point cette relation entre la formation initiale, parce qu'on parle de développement professionnel, puis dans le développement professionnel, la formation initiale, c'est en partie comme l'entrée dans la profession, et qu'après ça, on continue de se développer tout au long de notre pratique, puis que la formation continue, elle est très, très longue, et que des besoins de formation continue vont émerger, des fois par rapport à des éléments de compétences qu'on sent qu'on a besoin de développer, mais des fois aussi pour répondre concrètement à, comme tu le dis, à un besoin d'un élève qui est en face de nous, parce qu'on ne peut pas compter sur la formation initiale pour avoir couvert en profondeur toutes les dimensions possibles des interventions pédagogiques et d'accompagnement qu'on a à faire. Puis je pense, par exemple, à tous les troubles d'apprentissage, qu'on a des connaissances qui s'améliorent, justement, là, des diagnostics qui nous sont permis par des spécialistes, justement, là, de ces sujets-là, qui nous permettent de vraiment être capable de savoir, OK, quel défi d'apprentissage ce jeune-là a et quelles sont les stratégies gagnantes, dans le fond, pour faire en sorte de l'aider. Ça, on ne peut pas penser que par défaut, parce qu'on a fait notre formation universitaire, qu'on est équipé, dans le fond, pour jouer le bon rôle là-dessus, puis que le besoin qui émerge, comme tu le dis, là, qu'on s'en aperçoit en début d'année d'un élève de notre groupe, qu'on dit qu'on est là pour le faire cheminer, ben, qui peut être un élément qui vient se placer dans notre démarche de développement professionnel, là. Écoute, tu me ramènes à mes débuts, puis moi, une question qui m'a beaucoup servi de façon constructive dans ma relation avec moi-même, c'est que quand on vit des défis avec certains élèves, peu importe où on en est dans notre carrière, mais tu parles des gens qui sortent de la formation initiale, des fois, moi, je me suis dit que j'étais pas bon, ou que j'étais pas fait pour ça, puis j'étais pas à ma place, parce que je voyais que j'avais pas dans ma classe l'impact que certains de mes collègues avaient avec ces mêmes élèves-là, mais dans d'autres cours. Là, je me dis, je dois pas être bon, tu sais. Puis la question qui m'a vraiment aidé, c'était, plutôt que de me dire ça, c'était de me dire, qu'est-ce qui m'échappe présentement?
d'apprendre à me connaître, c'est ma relation avec moi-même, qui est-ce que je suis comme pédagogue, quel est mon bagage présentement de stratégie et avec qui est-ce que je peux m'entourer, qui peut m'aider, qui a certaines forces, puis de qui je pourrais apprendre présentement. Donc, tu parlais de l'environnement tantôt. Mm-hmm. Je me dis, en développement professionnel, il faut être capable de se placer soi-même dans un environnement qui est propice à son développement. Ça veut dire s'entourer des gens qui parlent positivement de la profession, d'une part. Des gens qui sont en train de se questionner sur ce qui est possible, sur ce qu'on peut faire, puis des gens aussi qui sont meilleurs que nous des fois, on s'entend. Si tu es toujours la personne la plus intelligente dans la pièce, tu n'es pas dans la bonne pièce, là. On s'entend, donc absolument. C'est un peu ça. Il faut savoir s'entourer, puis savoir aussi reconnaître que parfois, là, de ne pas trop comprendre ce qui se passe dans une pièce parce qu'on n'est pas rendu à ce niveau-là, ça fait du bien. Ça nous expose à d'autres dimensions de la profession, puis ça nous élève vers le haut, tu sais. Oui, puis de voir ça comme inévitable un peu, que ça arrive à un stade X, Y ou Z de notre carrière, qu'il y a un moment un peu qu'on se sent dépassé, puis que, et en tout cas, moi, je le vois comme une occasion de dire comme, OK, là, d'en faire de s'en apercevoir, de faire le diagnostic de ce constat-là tout seul, c'est une chose, mais après ça, de se lancer dans une réflexion, puis ultimement d'action, ben ça, c'est pas obligé d'être fait tout seul. Puis ça me rappelle justement d'être capable de se réseauter, que ce soit localement dans ton école ou ultimement à l'extérieur de ton école aussi, qu'on soit dans un petit ou un gros milieu. Oui. Tu parlais des Valchange tantôt sur Facebook, il y a Twitter, il y a différents réseaux. Je le dis souvent, moi, je ne serais pas là aujourd'hui sans mes collègues, sans le réseau. Donc, c'est certain que nos collègues nous aident à devenir le meilleur pédagogue possible. Tu sais, avec nos forces, on apprend à se connaître, on apprend à connaître d'autres. Ce qui est très rassurant en développement professionnel, c'est juste d'avoir des conversations franches et honnêtes avec des collègues, comme on est en train d'avoir là. De parler de ce qu'on voit, les défis qu'on rencontre, les succès qu'on vit. C'est important aussi que les collègues peuvent être fiers de nouvelles possibilités dans notre classe qu'on a réussi à créer avec des stratégies. C'est partager nos joies aussi, pas juste des difficultés. Tellement important, cet aspect-là, de s'entourer. Ouais. Puis, ça revient aussi à un élément qu'on a apporté dans le premier épisode, du fait que quand, dans le fait de ne pas s'isoler, puis au contraire, d'aller vers les autres, puis des fois s'abreuver, des fois comme aller attraper des informations, des pistes, de se faire tourner vers... juste des fois, puis on le voit dans les réseaux sociaux, connaissez-vous quelqu'un qui est un spécialiste ou qui connaît bien cet outil-là, par exemple, ou qui connaît bien ce sujet-là, puis qu'on tourne vers quelqu'un qui s'y connaît bien pour être bien informé, bien outillé. Ça montre la force, dans le fond, du réseau, la complémentarité, comme tu en as parlé tantôt, puis que ça, c'est une relation bidirectionnelle qui est fantastique, parce que du moment que tu t'aperçois de la force de ce réseau-là, de ce que ça peut t'apporter, puis tu comprends que c'est des gens comme... c'est des gens normaux là, qui, dans le fond, qui échangent comme ça, puis de dire que peut-être que moi aussi, sous un aspect dans lequel je me sens à l'aise, que je me sens compétent, je peux aussi partager, je peux aussi comme participer à la conversation. Donc, une décision qui vient de moi-même, de dire que j'ose, puis tu parlais de Twitter tantôt, je me souviens encore de mes 2014. L'hiver 2014, les premières actions que j'ai faites sur Twitter pour participer à des conversations, parce qu'en être témoin, c'est une chose, mais de commencer à participer, puis pas nécessairement juste pour donner ton avis, parce que ça, c'est une chose, mais des fois, c'est de dire, comme quelqu'un pose une question, tu dis comme, hey, moi, je sais où trouver la réponse. Et de pister la personne là-dessus, puis de dire comme, OK, fait qu'il y a cette relation bidirectionnelle-là qui me sert à moi-même, donc je reçois probablement plus lorsque je participe et que je m'engage comme ça, au final, que si je restais toujours isolé de mon côté puis essayer de tout trouver par moi-même. Le mot qui me vient en tête, c'est contribuer. Tu sais, aimer enseigner, c'est aussi aimer côtoyer ses collègues puis sentir qu'on peut contribuer à certains moments, dans certains échanges. Tu sais, donc, c'est vraiment le fun, ça. Ce que tu remarques là, dans le fond, là, quand tu as commencé sur Twitter, c'est vrai. Au début, on se pose la question, tu sais, c'est-tu correct si je dis ça ou tu sais, est-ce que je pense ou... Oui, puis... Tout d'un coup que je me trompe. Mais cet élément-là, puis je pense que ça moi, je l'ai vu beaucoup... du moins, c'est ce que je vais chercher là, dans mes réseaux sociaux. Ouais.
l'espèce d'intelligence collective qui peut se passer là, surtout quand vient le temps de chercher des pistes de solutions. Puis évidemment, il y a des mots-clics sur Twitter, il y a des groupes sur Facebook. Et cela dit, je découvre qu'il y a un même écosystème un peu de ce type-là sur Instagram. Des gens qui ont exploré TikTok me disent qu'ils commencent à émerger ça aussi du point de vue de l'éducation aussi. Puis ça, c'est toutes des décisions individuelles d'interagir, de produire du contenu, puis ça peut être extrêmement positif. Là, on parle souvent de l'aspect des fois un peu toxique qu'il peut y avoir aussi sur les réseaux sociaux. C'est peut-être un autre sujet de discussion, mais quand on est dans cette relation positive, dans le fond, de contribution, comme tu le disais tantôt, on peut vraiment comme sentir qu'on y gagne, puis qu'on y gagne soi-même, là, qu'on grandit à travers ça. Ouais. Puis, un autre élément puis, que je trouve qui est à considérer de moi face à moi-même, c'est peut-être prendre le temps de garder les traces de ces actions-là qu'on pose dans sa démarche de développement professionnel, parce que, puis bon, c'est peut-être relatif à une partie de l'approche qu'on a au cadre 21 avec notre modèle, où est-ce qu'on propose, dans le fond, de contribuer au portfolio professionnel des enseignants par le fait de garder des traces d'actions qui sont faites sur des découvertes, mais aussi des actions concrètes qui sont mises à l'avant-plan. Puis là, évidemment, il y a toutes sortes de façons de le faire, mais force est de constater que des fois, ça peut avoir de l'air comme juste d'une petite action qui prend peut-être un peu de temps au quotidien, dans le fond, pour garder ces traces-là, mais que quand on se retourne après quelques mois, quelques années, puis qu'on regarde tout le chemin parcouru, ça en devient extrêmement motivant d'avoir seulement gardé des traces puis d'être capable de le constater, de dire comme « Hey, mais c'est vrai, j'ai fait ça dans le temps, puis là, je suis rendu là, j'ai contribué à... tu sais, qu'à un stade, j'ai découvert, puis maintenant, je suis rendu à partager. Je suis rendu à passer au suivant, et que ça aussi, ça fait partie de la démarche de développement professionnel aussi, d'oser donner au suivant, d'animer quelque chose dans son école, dans une journée pédagogique, de proposer, de partager une situation d'apprentissage à succès que tu as eu dans un congrès, un colloque, peu importe. Ça aussi, là, puis de garder de ces traces-là, je pense que c'est extrêmement engageant aussi pour la suite. C'est engageant, ça enrichit le réseau. Je trouve même, je me dis, les mots sont peut-être forts, mais je me dis c'est pratiquement une responsabilité professionnel qu'on a de redonner à un moment donné, parce qu'on le peut. Puis je me dis, si on le fait avec une certaine posture, tu sais, on ne partage pas en disant « voici la vérité », mais « voici là où je suis rendu ». Peut-être que ça peut aider quelqu'un. Vous en pensez quoi? Peut-être que vos réactions peuvent m'aider à voir quelque chose que je n'ai pas vu, m'amener encore plus loin. C'est dans cette optique-là. Tu sais, on partage en disant « je suis rendu là ». On ne sait jamais qui on peut aider. C'est extraordinaire. Oui. Puis, tu sais, je terminerai notre discussion sur des éléments qui arrivent souvent, du moins que j'ai attrapé à quelques reprises dans des fins d'année scolaire, puis aussi des fois dans des débuts d'année scolaire, c'est-à-dire partager son bilan personnel. Puis des fois, on peut se dire que ça peut avoir l'air un peu insignifiant, dans le fond, comme de le lancer quasiment à la mer là, sur Twitter, ou puis de dire comme, voici mes constats, dans le fond, de cette année, ou voici mes objectifs pour l'année suivante, puis de voir comment juste ça peut contribuer à alimenter quelqu'un d'autre dans sa propre réflexion pour, justement, ultimement, se mettre en action là, dans son développement professionnel aussi. Ça me rappelle, je me souviens pas qui a dit ça, mais j'ai vu un tweet passer ou un billet de blog à un moment donné, puis c'était en anglais, mais ça disait quelque chose comme « Quand on raconte notre histoire ou quand on partage notre bilan personnel, ça donne la permission à nos collègues de faire la même chose. » Parce qu'on ouvre la porte, ça demande une vulnérabilité, un genre de mise à nu, en tout cas un partage de qui on est dans notre réflexion. On s'expose un peu. On se dit, garde, ça c'est moi. Ou en tout cas, voici ce que j'ai choisi de vous partager de moi présentement. Puis vous en pensez quoi? Puis comment ça vous aide? Puis toi, t'es rendu où? Ça ouvre la discussion, en tout cas. Ah, puis on souhaite que notre discussion pédagogique qu'on a eue ensemble, Marius, dans ces 3 épisodes-là, puisse avoir en partie contribuer justement à faire réfléchir aussi, puis on aimerait bien ça comme vous lire, si ça vous a... oui, ça serait intéressant. Vous entendre. C'était vraiment plaisant de jaser avec toi. Puis ce serait le fun que les gens réagissent puis qu'ils nous partagent peut-être les idées que ça a provoqué chez eux, ou les réflexions, ou
des compléments d'information, peut-être nous amener encore plus loin dans notre réflexion. C'est intéressant. Absolument. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Marie. Merci à toi. Et vous? Comment avez-vous vécu cette dernière année scolaire relativement à votre plan de match de formation continue? Avez-vous le sentiment d'avoir enrichi votre portfolio professionnel? Marius et moi aimerions connaître vos réactions sur le sujet. Je vous invite à partager vos réflexions sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic DP Continue pour rejoindre la conversation. Je vous invite également à consulter le site web sommetdp.ca où sont archivés tous les contenus présentés lors des 3 éditions de l'événement. Je salue une fois de plus, au passage, nos précieux collaborateurs de 2021. Bien sûr, Escouade Édu, l'École branchée, l'Association des conseillères et conseillers pédagogiques du Québec et le ministère de l'Éducation du Québec pour son soutien. Merci de nous avoir accueillis dans vos oreilles pour cette courte série de 3 épisodes et de réserver de votre précieux temps pour le développement professionnel. Si pour vous les balados sont une bonne façon de vous alimenter sur le sujet, je vous invite à découvrir les 2 saisons du balado « Tout le monde est un leader », animé par nul autre que Marius lui-même. Et évidemment, continuez de suivre Mon DP Continue avec la grande série « Pourquoi devrais-je m'intéresser à ». D'ailleurs, le premier épisode de cette série concerne justement la balado-diffusion en éducation. D'ici là, prenez soin de vous, bonne pause estivale et on se retrouve en pleine forme à la rentrée 2022.